Les Mugiwara sont officiellement arrivés sur Elbaf. L'île et son légendaire Yggdrasil nous sont entièrement révélés, mais pas seulement, et après 7 longues années d'attente. Depuis sa toute première et dernière mention dans le manga, Loki, le prince maudit d'Elbaf et son fruit du démon légendaire apparaissent face à Luffy en nous révélant une nouvelle histoire qui va sans conteste changer le monde de One Piece. Préparez-vous à vivre l'une des plus grosses et surtout l'une des meilleures reviews de la chaîne pour honorer ce chapitre annonçant littéralement le Ragnarok, le crépuscule des dieux. Prenez quelques instants pour commenter sous cette vidéo votre note sur 10 de ce chapitre. Vous avez le droit de mettre 1000, je vous assure. J'ai mis 1002 personnellement. Et en me donnant votre avis sur celui-ci ainsi que d'après vous l'identité du fruit du démon légendaire consommé par Loki. Même si je risque de vous faire changer d'avis à la fin de la vidéo. Profitez bien de cette review car c'est aussi la dernière avant la pause de 2 semaines. Soyons extrêmement honnêtes, les 3 derniers chapitres de One Piece n'étaient pas des plus palpitants, c'était loin d'être mauvais quand même, mais après toutes les dingueries vécues sur Egghead, un petit goût d'amertume s'est fait ressentir. Par contre mon gars là, ce 1130 il a rehaussé le niveau à un point hallucinant pour notre plus grand plaisir. Donc là je vais pas m'amuser à juste vous le résumer, on va carrément analyser chaque partie une à une et ça commence avec l'apparition de Gerd et Goldberg. Notons déjà que les Mugiwara n'ayant pas été capturés par Rhodes n'ont pas arrêté de chercher le groupe de Luffy. Mais vu que les recherches ne mènent à rien, ils décident de faire confiance à leur Nakama et se dirigent désormais eux aussi sur Elbaf. Et si je dis eux aussi, c'est parce que nous avons officiellement la confirmation que oui, Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji et Chopper sont bien sur Elbaf. Plus précisément, nous sommes en plein sur l'Yggdrasil et enfin, les amis, enfin, depuis 1999 que l'île des géants est teasée dans l'œuvre, littéralement dans un tout autre millénaire d'il y a 25 ans, le pays d'Elbaf se dévoile entièrement à nos héros et aussi à nous. Mais nous analyserons cette magnifique page plus tard, chaque chose en son temps, et après tant d'années, nous ne sommes pas à quelques minutes près. Continuons de parler du groupe de Luffy car après avoir échappé au diorama de Rhodes, il se retrouve enfin dehors mais rencontre un autre problème. 2 géants traversent un pont en s'approchant de leur position, ce sont Gerd et Goldberg dont la discussion nous révèle que toute intrusion au pays d'Elbaf est considérée comme une violation de leur loi. Malheureusement, Rhodes semble s'amuser à kidnapper des navires grâce à Moonin, son corbeau, pour les ramener sur Elbaf et les faire passer pour des intrus afin de les garder dans son diorama. Chose que Gerd conteste, on apprend qu'elle ne l'apprécie pas au point de le considérer comme une plus grosse honte d'Elbaf que ne l'est Loki et s'apprête à faire un rapport à Yarul. Ah ouais, le Loki, ok. Ben, hâte d'en savoir plus sur ce type, hein. Il est démentiel les gars, il est incroyable. Les Mugiwara finissent par se faufiler discrètement sur le pont, mais à mi-chemin, Luffy s'arrête et révèle que depuis qu'ils sont dans le royaume du Lego, il ressent le cri d'un homme tellement puissant qu'il fait vibrer tout son corps. Zoro et Sanji le sentent également et comme on pouvait s'y attendre de la part de Luffy, ils décident d'aller chercher la source de ce cri en sautant du pont et laissant son groupe continuer seul. Ok, bon, déjà nous nous sommes enfin tirés du royaume Lego. Ça ne peut être qu'une bonne nouvelle, je pense. Comme je vous l'avais expliqué dans la dernière review, ils allaient bel et bien découvrir Elbaf derrière le mur détruit par Luffy, mais surtout que Goldberg et une partie de l'équipage d'Airudin apparaîtraient. Petite théorie validée, fort heureusement, ça ne sera pas la seule de ce chapitre. Comme je vous l'ai dit, on analysera le monde d'Elbaf un peu plus loin, je peux cependant vous parler rapidement du pont que traversent les géants et les Mugiwara qui pourrait être une représentation du Bifrost. Dans les mythes nordiques, c'est un arc-en-ciel faisant office de pont entre Midgard, la terre, et Asgard, la forteresse des dieux représentant le ciel. Alors soyons honnêtes, je pars un peu vite en besogne, peut-être que le premier pont qu'on croise sur Elbaf n'est pas forcément le légendaire Bifrost, mais déjà ça nous indique qu'il y a des ponts et que d'une manière ou d'une autre, le Bifrost sera représenté par Oda, c'est quasi une évidence. Mais aussi et surtout que s'il y a le Bifrost, c'est qu'il y a 2 autres choses importantes, la forteresse des dieux comme je le disais, qui pourrait être le palais royal d'Elbaf, un lieu important chargé d'histoire, cachant un secret ou que sais-je encore, et surtout Heimdall, le dieu gardien de ce pont. C'est un personnage terriblement important dans les mythes nordiques au point que durant le Ragnarok, l'apocalypse des mythes nordiques, Heimdall doit tuer Loki et doit être tué par lui. Bref, il représente le pilier du monde, rien que ça. Et donc, si le Bifrost apparaît dans One Piece, ou même s'il s'agit de ce pont légendaire que sont en train de traverser le groupe de Zoro, alors il pourrait rencontrer de l'autre côté le géant Heimdall qui le garde tout simplement. Étant donné qu'ils seront considérés comme des intrus, un combat pourrait débuter avec le groupe de Zoro contre un ou plusieurs géants avant qu'ils ne soient reconnus par l'équipage d'Airudin ou Airudin lui-même. Maintenant parlons un peu d'autre chose. Gerd mentionne un rapport qu'elle ferait à Yarul en fonction de ses découvertes sur Rhodes. Sauf que Yarul n'est pas n'importe qui, vous le connaissez probablement
probablement, il s'agit d'un des deux chefs géants présents dans le flashback de Big Mom. Jarl, l'autre géant, a d'ailleurs été tué par cette dernière. Alors ok, très bien, sauf que messieurs dames, ce que je m'apprête à dire risque de vous choquer, mais Jarl avait 345 ans, il y a déjà 63 ans. Si mes calculs ne sont pas trop mauvais, alors Jarl est aujourd'hui âgé de 408 ans, faisant de lui officiellement l'être le plus vieux jamais rencontré dans One Piece, en tout cas jusqu'à ce qu'on ait l'âge officiel d'Imu. Et en dehors Zunesha évidemment. Sauf que cette révélation change encore une fois toute notre perception du temps et de l'espace dans One Piece. Si 408 ans est un âge atteignable chez les géants, alors cela signifie que les plus vieux géants encore en vie sur Elbaf sont des enfants et petits-enfants de témoins du siècle oublié. Plus précisément, c'est la preuve que sur Elbaf, pour parler du siècle oublié, ils n'ont pas besoin d'écrits antiques ou de légendes, mais seulement de se remémorer les récits de leurs parents pour tout révéler de ce vide de 100 ans. Cette longévité exceptionnelle doit être sans l'ombre d'un doute un problème encore plus gros pour le gouvernement que ne le sont les poneglyphes, car si les poneglyphes ne parlent pas, les géants, eux, peuvent raconter l'histoire de leur famille, prise dans cette longue guerre de 100 ans. Plus je me rends compte de la proximité incroyable que les géants ont avec le siècle oublié, mieux je comprends le stress qu'ont ressenti le Gorosei en voyant l'alliance entre les géants et Luffy dans sa forme Nika. Ce qu'ils ont vu là devant leurs yeux, c'était purement et simplement la plus proche représentation du siècle oublié, le signe et la preuve que oui, Joy Boy a fait son grand retour pour mettre la lumière sur ce pan de l'humanité qui a été effacé. Nous pouvons enfin passer à la deuxième partie de cette vidéo qui concerne cette fois-ci la nouvelle prime de Dory et Brogy ainsi qu'une étrange anomalie autour de Luffy. Les guerriers géants pirates ont attaqué Egghead. Voici la news qui retentit dans cette nouvelle édition du World Economy Newspaper. Les guerriers géants se sont éveillés après leur sommeil de 100 ans aux côtés du Yonko Monkey D. Luffy. Ils ont mis Egghead à feu et à sang, chacun des capitaines des pirates géants, Dory et Brogy, ont désormais une prime de 1,8 milliard de berries sur leur tête. Cette nouvelle provoque un véritable choc chez les géants pour qui il n'est pas question de redevenir pirate et encore moins d'être associé à un tel désastre que l'incident d'Egghead. Un autre élément attire l'attention de Robin dans ce journal, une photo de Luffy dans sa forme Nika avec un X marqué sur son bras. Est-ce que cette marque n'apparaît que quand Luffy devient le plus libre? C'est la question que se pose Robin et à laquelle nous allons apporter une réponse. Des primes, oui, on veut ça, moi je veux manger des primes matin, midi et soir, merci Oda d'avoir actualisé les primes de Dory et Brogy, 1,8 milliard de berries, c'est quand même une hausse exceptionnelle. Des primes que j'ai pu annoncer dans ma vidéo sur les futures primes post-Egghead. Je voyais pour chacun des géants seulement 1 milliard de berries. Bon, même si je suis un petit peu loin du compte, je suis content d'avoir pu pré-shot qu'ils allaient subir une actualisation de leur avis de recherche. Je dois avouer ne pas avoir pris en compte l'inflation pouvant exister dans le monde de One Piece, sinon j'aurais sans doute revu un tout petit peu à la hausse leur montant. Étonné quand même qu'il n'y ait pas les autres primes et que seule celle des géants soit annoncée, honnêtement je pense que ce n'est qu'une question de temps, car je ne vois pas dans quel monde les primes des Mugiwara n'augmenteraient pas alors que dans ce même journal, Luffy est bien considéré comme le tueur de Vegapunk. Je pense qu'ils vont attendre que tous les Mugiwara soient réunis pour dévoiler les nouvelles primes, ou en tout cas Luffy devra lui découvrir la sienne et du nouveau montant colossal pour lequel il sera recherché. Très bien, c'est cool la prime des géants, hein. Mais c'est mieux quand ça parle des Mugiwara, et justement on va parler de notre Luffy qui vient de taper une action incompréhensible. Comme le découvre Robin dans le journal, la photo de Luffy laisse apparaître une croix sur son bras. Alors j'ai été mitigé au début en pensant au premier degré que ça apparaissait toujours sur le bras de Luffy quand il était en guerre 5. Donc je râlais tout seul en me disant mais putain mais Oda il a fait n'importe quoi, on l'a jamais vu une seule fois cette foutue croix. Non mais vraiment ça m'a saoulé premier degré, et quand j'ai regardé qu'effectivement on voit cette croix nulle part, j'ai compris qu'elle n'existait pas, elle n'est apparue que durant cette photo. Alors comment expliquer ce phénomène et pourquoi cette croix? Concrètement, j'ai deux hypothèses à ce sujet. La première, il s'agit d'un signe pour Vivi, et la deuxième, il s'agit d'une image de Joy Boy. Ça vous parle peut-être pas trop comme ça, mais attendez un peu. Alors oui, il pourrait s'agir d'un signe envers Vivi pour les raisons suivantes et évidentes. La croix sur les bras est un symbole de ralliement des Mugiwara mis en place avec Nefertari Vivi avant d'entrer sur Alabasta. L'objectif était de contrer les pouvoirs de Bon Clé qui lui permettaient de prendre l'apparence des gens qu'il a touchés. Se dessiner une croix sur l'avant-bras était le signe que nous avions affaire au vrai Mugiwara et non pas à un imposteur. Ce n'est qu'à la fin d'Alabasta, pour répondre au discours de Vivi sans non plus révéler le lien qui les unit, que les Mugiwara ont tous, un à un, levé leurs bras avec le symbole de la croix dessinée dessus, signe d'une éternelle amitié.
d'amitié. L'hypothèse est donc que Luffy ait fait signe à Vivi, soit pour lui demander de venir le voir, soit pour lui dire qu'il ne l'oublie pas. Ce n'est pas la première fois qu'il fait passer un message à travers les journaux. Rappelez-vous du 3D de Y sur son bras à destination de son équipage. Il avait utilisé le même moyen pour se faire entendre sans prononcer une seule parole. Après la disparition de Vivi et la mort de son père, qu'il avait découvert dans les journaux également, juste avant d'arriver sur Egghead, Luffy lui aurait laissé un message dans cette nouvelle édition que seule elle pourrait comprendre et décrypter. Viens à nous, nous allons t'aider. Ou encore, rejoins-nous sur Elbaf, chose qu'elle pourrait totalement comprendre et faire grâce à 3 éléments précis. La présence de Dory et Brogy à ses côtés, des géants d'Elbaf, et la preuve évidente que cette île est leur prochaine destination. Car la deuxième raison est que lorsqu'elle était encore avec eux dans l'équipage, Luffy et Usopp voulaient déjà se rendre sur cette île, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. La troisième raison, Vivi se trouve actuellement dans les airs avec Morgans. En bon taxi qu'il est, il pourrait la laisser sur Elbaf prochainement. Le chapitre 1131 pourrait d'ailleurs totalement signer leur réapparition quand on sait que 1000 chapitres plus tôt, Wapol apparaissait pour la toute première fois dans le manga. Et je vous rappelle que Wapol accompagne Vivi et Morgan. Et on peut quand même rajouter une quatrième raison, ça expliquerait également les paroles de Nico Robin se remémorant avoir déjà vu ce symbole avant. C'est pendant qu'elle s'était infiltrée sur le Merry que cette scène aujourd'hui légendaire a eu lieu. Oui, pendant que les Mugiwara faisaient ça, là, leur scène légendaire, Robin était littéralement cachée dans la cuisine. Vous aurez donc compris, Luffy a envoyé un message et c'est, je pense, la théorie la plus safe sur le sujet, même si on peut trouver ça bizarre et étonnant que Luffy n'en ait parlé à personne. Je sais pas, le minimum c'est de dire à ton équipage j'ai laissé un message à Vivi, j'espère qu'elle le verra, mais bon, bref, après c'est Luffy. Après, c'est possiblement et plus simplement Vivi qui a dessiné cette croix sur la photo originale avant l'impression dans les journaux pour expliquer aux Mugiwara qu'elle est safe, mais je trouve ça quand même plus stylé que Luffy ait voulu s'adresser à elle directement, pour le petit écho avec le 3D de Y du coup, de l'ellipse. Dans tous les cas, sa pose laisse bien sous-entendre qu'il adresse cette croix à quelqu'un et ça ne peut être que Vivi, signifiant aussi que leur retrouvaille après des années de séparation se fera prochainement sur Elbaf. Alors ça, c'était la première théorie. Venons-en à la deuxième, ma préférée mais peut-être pas la plus pertinente, c'est une image de Joy Boy. Alors, comment vous expliquer ça simplement? En gros, ce symbole là sur le bras, même s'il vient à l'origine simplement d'un plan pour contrecarrer Bon Clé, il a une symbolique ancienne bien plus forte. C'est en tout cas la déduction que j'en ai fait au chapitre 1122 lorsque nous retrouvions 800 ans plus tôt Emmet et le Joy Boy originel, le robot géant présenté sur son avant-bras, un signe que vous connaissez très bien, une croix comme celle des Mugiwara. Pourquoi Emmet l'avait-il? Est-ce vraiment un hasard quand on parle de l'histoire antique de One Piece, celle qui a posé toutes les bases du monde que nous découvrons 800 ans plus tard? J'en ai pas l'impression, et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est ce que dit Robin en voyant la photo de Luffy. Est-ce que cette marque apparaît quand il devient totalement libre? Et si cette croix avait une autre signification pour le siècle oublié? Et si cette croix était simplement le Jolly Roger de Joy Boy, le symbole de sa liberté, celle qu'il a découverte en prenant la mer? Écoutez, je veux bien que ça paraisse ridicule, mais de quoi sont marqués les trésors sur les cartes de pirates? D'une croix. Et qu'a laissé Joy Boy, le premier pirate d'il y a 900 ans, un trésor légendaire sur l'Aftel, le One Piece? De quoi est systématiquement marqué le haut de One Piece, que ce soit dans le logo ou dans les multiples dessins d'autographes qu'Oda peut réaliser? Un X. Le X est toujours présent dans l'écriture de One Piece. Il est présent comme symbole d'amitié avec Vivi, il est présent comme symbole de trésor, il est présent sur le torse de Luffy de par sa cicatrice infligée par Akainu, et il est même présent sur Emmet, l'un des meilleurs amis de Joy Boy. Alors si cette croix est si importante, c'est peut-être parce que le premier pirate ayant vogué avec l'objectif de découvrir le vrai sens du mot liberté, l'a porté sur son pavillon. Il n'appartenait à aucun groupe, à aucun royaume, et ce simple X en était la représentation. Voilà, alors je vous le redis en toute sincérité, je ne cherche pas à faire du sensationnel, je suis quasiment certain que cette photo n'était adressée qu'à Vivi. Toutefois, j'ai aussi le profond sentiment que ce symbole a une importance encore bien supérieure et nous le découvrirons que lorsque le flashback de Joy Boy nous sera révélé. J'adore ce chapitre, j'adore One Piece, merci de continuer de regarder cette vidéo les bros. J'en profite pour vous demander de la liker, peut-être, si elle vous plaît, si vous la kiffez. Merci beaucoup les bros, et vu que vous êtes des gens plutôt sympas et cool, on va continuer l'analyse et c'est parti. Il est l'heure non pas de parler de Loki, mais de quelque chose de moins aussi important, Elbaf.
Elbaf nous est dévoilé dans un panorama absolument somptueux, ne pouvant que faire ressortir la taille colossale de cette île qui représente littéralement un continent à elle seule en fait. Ces montagnes, ces forêts, cet arbre, cette double page magnifique nous expose enfin Elbaf comme nous en rêvions. La voilà la terre des géants. Et rien que là, il faut passer du temps pour révéler l'énormité de détails dissimulés dans l'image. Alors on va quand même faire un point général. On voit que tout comme l'Yggdrasil des mythes nordiques, celui représenté par Oda dans son œuvre comporte plusieurs niveaux. Notamment que le bas, là où se trouvent les racines, représente les montagnes enneigées du Jotunheim, le monde des géants. Le milieu de l'arbre pourrait être la représentation de Midgard, le monde des humains. C'est sûrement là qu'iront les Mugiwara un peu plus tard. Il s'agirait de la zone populaire de l'Yggdrasil et du royaume des géants. Là, comme ça, j'ai pas l'impression qu'on puisse distinguer les 9 mondes comme ceux de la mythologie nordique, mais cela deviendra peut-être possible quand on découvrira Elbaf des yeux des Mugiwara. Voilà, maintenant attardons-nous sur les petits détails. Normalement, l'Yggdrasil ne comporte pas de canon, sauf celui d'Oda. En effet, plusieurs sont dirigés vers l'extérieur du pays comme s'il s'agissait du système de défense des géants pour repousser les intrus et les envahisseurs. Comme a pu le dire Gerd plus tôt, il n'aime pas ça ici et la terre des guerriers ne peut être que préparée à combattre, expliquant les canons dirigés vers l'horizon. Magnifique, mais grande surprise, de grandes cascades d'eau coulent du sommet d'Elbaf. Alors j'ai pas d'explication rationnelle, est-ce la condensation de l'altitude qui, au lieu de former des nuages, coule le long des feuilles et des branches de Yggdrasil? C'est sûrement une connerie, mais dans ma tête ça sonnait bien, j'avais l'impression d'être intelligent. Par contre, véritable dinguerie, mais les cascades de l'Yggdrasil ont en réalité déjà été teasées, non pas dans le manga, mais dans l'anime, dans l'épisode 1109 précisément. On redécouvrait le pays des géants en même temps que Shanks qui s'y trouvait, et dans l'un des plans de l'anime, un bruit de cascade se fait entendre pendant qu'apparaît à l'écran plusieurs flux d'eau. Maintenant, quand on sait que des cascades coulent de l'arbre, eh bien cet épisode paru le 23 juin donne un sentiment de foreshadowing là sous nos yeux, c'est vraiment impressionnant. Je vous parlais du Bifrost tout à l'heure, le pont reliant le monde des humains à Asgard. Si ça peut effectivement être une métaphore du pont emprunté par les Mugiwara, dans cette double page d'Elbaf, nous pouvons voir un arc-en-ciel au deuxième niveau de l'Yggdrasil. Et ça tombe plutôt bien puisque le Bifrost est un pont en arc-en-ciel. Alors si ce n'est pas celui que traversent les Mugiwara actuellement, il est très probable que ce soit celui que l'on voit dans cette double page incroyable et que Heimdall s'y trouve. Elle ne passe pas inaperçue, une épée géante se trouve au milieu de l'Yggdrasil. Alors je sais pas si vous aurez eu le même mindfuck que moi, mais au début, j'étais persuadé que l'épée était comme celle d'Onigashima, plantée dans le sol et basta. Petit élément de décoration stylé, mais c'est tout. Sauf qu'en analysant de plus près cette page, j'ai bien l'impression que l'épée traverse le deuxième niveau de l'Yggdrasil pour se planter dans l'arbre ou à côté. Par contre, s'il y a une explication, c'est celle que je vais vous donner. C'est l'épée de Surt, un géant de feu. Il règne sur le royaume du feu de Muspelheim et tout ce qu'il attend c'est le Ragnarok, la fin du monde, pour se déchaîner et vaincre les dieux. Il possède donc une énorme épée flamboyante avec laquelle il engloutira le monde dans les flammes. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'épées aussi légendaires et aussi grandes dans la mythologie nordique. C'est pourquoi je soupçonne totalement que ce soit elle, plantée sur Elbaf. Les connaisseurs, dites-moi si je me trompe, mais j'avais cru lire que Surt avait planté son épée dans l'Yggdrasil, ce qui correspondrait davantage à ce qu'on voit là maintenant dans ce chapitre. Au-delà du fait que ça me conforte dans l'idée qu'un incendie immense pourrait être provoqué sur Elbaf, pouvant même toucher l'Yggdrasil, je me demande qui a bien pu un jour manier une telle épée. Pour finir avec l'analyse de l'Yggdrasil, un autre château peut être aperçu et est assez grand pour égaler la moitié supérieure du tronc de l'arbre. Ça ne peut qu'être le bâtiment principal des géants. Je pense avoir fait le tour, même si je sens là avoir oublié quelque chose, mais bon, au pire tant pis, on aura largement le temps d'en parler puisque, les amis, ça y est, nous sommes sur Elbaf. Ensemble en plus, on le vit ensemble, c'est une dinguerie. Maintenant, ne serait-il pas l'heure d'aller visiter le démon enchaîné au pied de l'Yggdrasil ? Un fils légitime du roi est né à Elbaf, condamné à mort pour avoir commis les crimes les plus atroces. Tous les guerriers d'Elbaf se rassemblent pour l'arrêter et contenir son pouvoir. Ce prince a perdu la raison, le désir d'obtenir et consommer un fruit du démon légendaire transmis dans la famille royale l'a poussé à tuer son propre père. La libération du prince maudit Loki signera inévitablement la fin du monde. Il est le dieu du soleil qui amènera le chaos et la destruction. Quelle magnifique idée de donner un character design aussi fou, démoniaque, magnifique au prince des géants alors que sa première apparition laissait sentir tout l'inverse. Après tant d'années à théoriser sur le prince des géants, ses pouvoirs, son histoire et même son apparence, Loki est enfin dévoilé sur Elbaf, l'un des futurs et plus importants personnages de la fin de One Piece. Il est évident que je vais avoir beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui et avant de parler de son fruit du démon légendaire, je souhaite analyser le personnage dans son intégralité et dans ce qui nous est révélé dans ce chapitre. Alors encore une fois, préparez-vous bien et allons-y.
Nous apprenons que Loki a donc tué son père, le roi Harald. Des Harald ayant régné sur les pays nordiques, il y en a eu un très grand nombre, des bons et des mauvais. C'est difficile de savoir lequel a choisi Oda et donc de savoir si Loki est réellement aussi méchant que ça, ou au contraire si c'était son père, le mauvais, le vilain. Dans tous les cas, Luffy a une capacité précise, qui est infaillible même, celle de connaître les véritables intentions des gens, et il est très rarement amical en rencontrant pour la première fois des personnages s'ils sont eux-mêmes foncièrement mauvais. Vous aurez peut-être compris que pour moi, Loki est moins mauvais que les géants ne le laissent sous-entendre, et Luffy a l'air de le savoir. Alors j'imagine que vous allez me dire, oui mais pourquoi veut-il détruire le monde? Dans One Piece, chacun voit le symbole de la liberté à travers des événements différents. Chacun a un rêve, un objectif qui n'a de sens que lorsqu'il se réalise. Ce que j'entends par là, c'est que la fin du monde pour Loki ne serait que la fin de leur société actuelle pour en rebâtir une nouvelle, une plus saine. Prenons le Ragnarok, qui est l'apocalypse des mythes nordiques. Loki, s'étant fait capturer, parvient à se libérer de ses chaînes et dirige les géants qui sont les ennemis ancestraux des dieux pour combattre dans la guerre finale. À entendre comme ça, on pourrait penser que c'était une vraie tragédie, un événement mais horrible, abominable. Eh bien, pas tant que ça en réalité, parce que le Ragnarok, en partie provoqué par Loki et les géants, a permis de détruire l'ancien monde pour en créer un nouveau. La création de ce nouveau monde permet l'équilibrage du cosmos, donnant une société meilleure qu'elle ne l'était avant l'apocalypse. Maintenant, désolé, mais c'est exactement ce qui nous attend dans One Piece. Les dieux sont les dragons célestes, et le monde est corrompu par leur faute. Eux-mêmes se prétendent créateurs du monde, alors pourquoi ne pas le détruire? Comment partir sur des bases saines? Comment commencer une nouvelle vie et équilibrer le cosmos si le monde forgé par les Tenryubito n'est pas détruit jusqu'à la racine, jusqu'à la base? Eh bien voilà, la destruction est nécessaire dans le monde de One Piece. C'est la raison pour laquelle depuis des années et des années, Joy Boy est censé venir détruire le monde. C'est son rôle. Il ne doit pas anéantir l'humanité, mais Luffy doit recréer le monde après l'avoir poussé à ses destructions. Est-ce que Luffy est pour autant mauvais ou doté de viles intentions? Non. La destruction du monde des Tenryubito ne sera que positive pour les générations futures. C'est pourquoi il faut relativiser lorsque Loki est présenté en destructeur du monde. Au contraire, je ne pense pas que celui se prétendant comme le dieu du soleil pourrait être doté d'aussi mauvaises intentions. Parlons maintenant de sa prison autour de l'arbre. Instinctivement, la première pensée que j'ai eue en le voyant dans cet état est qu'Oda faisait une référence à Odin, le dieu des dieux. En effet, Odin s'est retrouvé dans une situation un peu similaire en étant planté par sa propre lance Gungnir dans l'Yggdrasil. Après avoir survécu 9 jours et 9 nuits et tout juste avant de tomber de l'arbre, Odin découvrira le secret des runes et deviendra capable de les lire et les comprendre. Est-ce que Loki est enchaîné depuis autant de temps et surtout est-ce que lui aussi découvrira le secret pour lire les runes de One Piece, le langage des poneglyphes? Ce n'est pas si improbable que les géants connaissent ce langage puisque comme je l'ai dit plus tôt, ils sont très proches du siècle oublié. De plus, maintenant que Zoro possède la bibliothèque d'Ohara, alors les géants ont à disposition un savoir pour apprendre à les décrypter. Bon, bien sûr, il leur faut une loupe géante, parce que les pauvres Doré et Brogy ont prouvé que les livres et les journaux n'étaient pas pensés pour les gens de leur taille. Donc voilà, Loki connaît peut-être bien ce langage. Toujours en parlant du prince des géants, je pense que Loki est lié à un autre personnage. C'est une théorie que je vous ai dévoilée dans la review du chapitre 1124. J'ai remarqué il y a plusieurs mois que les géants vivent quasiment tous par deux, ou du moins sont très souvent en duo. Il y a Dory et Brogy, Jarl et Yorul, Kashi et Oimo, et même dans ce chapitre, nous voyons arriver Gerd et Goldberg en même temps. J'ai donc dans l'idée que Loki est lui aussi un binôme, et que ce binôme puisse être Aerudine, le capitaine du nouvel équipage des géants. Dans cette même review, je vous disais d'ailleurs que Aerudine attendait l'arrivée de Luffy, le dieu du soleil, pour délivrer Loki de ses chaînes et pour résoudre un conflit concernant le prince des géants, chose qui semble se confirmer aujourd'hui. Plus encore, Aerudine est considéré comme le fils du roi et Loki est le fils légitime du roi, ce qui est la preuve parfaite qu'un lien les unit. Les traductions sont un peu floues, est-ce que Aerudine est vraiment le frère de Loki ou bien son frère adoptif, comme c'est le cas dans l'univers des Marvel, avec Thor et Loki qui ne sont que de faux frères n'ayant pas ni le même père ni la même mère. Une chose est quasiment certaine, la théorie des duos va se confirmer pour Loki et Aerudine et leur histoire sera sûrement bien plus complexe qu'elle n'en a l'air. Avant de passer à l'analyse du fruit du démon de Loki, ma partie et théorie préférée de cette review très largement, parlons un peu de Luffy et son lien avec ce géant. Je vais être simple et bref, Luffy va libérer Loki. Voilà, c'est déjà ce que je vous disais dans la review du chapitre 1107 et aujourd'hui Luffy se trouve devant ce géant enchaîné jusqu'à la moelle. Le vrai dieu du soleil ne pourra jamais laisser Loki prisonnier car c'est tout le principe de Nika, il libère les esclaves de leur chaîne et c'est ce qui va arriver. Mais également Luffy risque de combattre Loki, c'est même quasi une certitude, je vais pas mentir. Ils vont tous les deux reconnaître
connaître la force de l'autre, leur acquis des rois va se déchaîner et Loki découvrira peut-être la vraie forme du dieu soleil, comprenant alors que Nika est revenu et qu'il doit le servir. À terme, Loki et Luffy seront alliés car Loki et Aerudine regrouperont tous les géants d'Elbaf dans la guerre contre les dieux, dans la guerre du Ragnarok. Pour finir, les yeux de Loki. Je pense que vous l'aurez constaté tout seul, mais les yeux de Loki sont bandés. Pourquoi? Possiblement un effet secondaire de son fruit du démon, puisque les représentations qu'on a de lui le montrent toujours les yeux ouverts jusque-là, ou alors les géants cherchent à le déstabiliser en lui bloquant la vue. Ils l'ont peut-être même éborgné après l'avoir combattu, un peu à la Fujitora. C'est difficile à dire, en tout cas il doit avoir un puissant acquis d'observation parce qu'il a senti la présence de Luffy en lui demandant en premier de se présenter, alors que il ne le voyait pas. Maintenant que j'ai passé en revue tous les détails m'ayant interpellé chez Loki, il est enfin l'heure de vous présenter la théorie finale de cette énorme vidéo. Quels sont les pouvoirs de Loki? Quel était le fruit du démon légendaire de la famille royale d'Elbaf qu'il se passait de génération en génération et que le prince maudit a fini par consommer? Eh bien préparez-vous car une très grosse théorie s'annonce, je pense l'avoir trouvée. En étant parfaitement sincère, la première chose qui m'est venue à l'esprit en le voyant enchaîner de la sorte, c'est évidemment que Loki possède le Zoan mythique du loup Fenrir. Fenrir, c'est genre un emblème de la mythologie nordique, peut-être l'un des animaux les plus connus de tous les mythes et légendes mondiaux. Par contre, son histoire, elle n'a pas le même écho, et bon nombre d'entre vous ne la connaissent sûrement pas, alors pour la résumer avec des points qui vont beaucoup résonner avec ce chapitre, Fenrir est l'un des enfants de Loki. Il est tellement puissant que les dieux l'ont enchaîné, en partie grâce à Tyr, le dieu de la justice, qui a sacrifié sa main dans la manœuvre. Lors du Ragnarok, l'apocalypse finale, les chaînes se briseront et Loki enchaîné ainsi que Fenrir enchaîné également se libéreront de leur entrave pour combattre et mourir dans cette fin du monde nordique. Le Loki d'Elbaf qu'on vient de découvrir est donc enchaîné à l'Yggdrasil. Il est dit qu'une fois libéré, le monde sera détruit et son homonyme dans la mythologie nordique a un Fenrir en tant que fils. En vrai, bon, il est évident de relier ce Zoan mythique de Fenrir à ce personnage qui est Loki. On peut pas dire le contraire. Maintenant, si on se détache de cet aspect mythologique, il y a quand même d'autres arguments appuyant cette théorie. Je pense notamment à cette histoire de fruit du démon légendaire gardé dans la famille royale d'Elbaf. Directement, ça m'a fait penser au fruit du démon du gardien de Wano Kuni, celui conservé par Kaido, mais consommé par Yamato. Ce fruit, c'était le Zoan mythique du loup Honshu, et encore aujourd'hui, on ne sait pas quel secret il cache. Qu'est-ce qu'il a de si spécial et pourquoi il est le gardien de Wano Kuni particulièrement? Alors que le fruit mythique et gardien d'Elbaf gardé par la famille royale soit également celui d'un loup Fenrir, ouais, c'est possible. Mais voilà, je me suis dit que ça paraissait trop évident et que c'est la plus logique à développer suite à ce chapitre. Je veux alors réfléchir à d'autres scénarios, d'autres fruits du démon qui me donneraient la même sensation du ah ouais, putain, c'est terriblement probable ça. Et cette sensation, je l'ai totalement eue. Pour vous expliquer, au début, je me suis dit que ce n'était pas forcément un Zoan mythique et que ce fruit légendaire serait un Paramecia par exemple. J'ai donc cherché des fruits importants dans les mythes nordiques et je suis tombé sur les pommes d'immortalité d'Idun. Elles appartiennent à la déesse Idun donc et ont le pouvoir de rajeunir celui qui en mange car les dieux nordiques sont mortels et hop, dès qu'ils vieillissent, ils croquent une pomme et retrouvent leur jeunesse d'antan. C'est comme ça que je me suis dit que peut-être le fruit légendaire des géants était le Paramecia de l'immortalité permettant de rester jeune à jamais et donc que Loki puisse profiter de sa puissance délirante pendant l'éternité. Mais bon, est-ce vraiment si incroyable comme fruit du démon sachant que nous, on va vivre la vie de Luffy quoi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'un mec vive encore 3000 ans alors que le manga sera déjà fini? C'est là que j'ai cherché à beaucoup plus me pencher sur l'aspect légendaire de ce fruit. Qu'est-ce qui peut avoir un tel statut chez les géants? Qu'est-ce qui peut être légendaire pour un peuple pareil? Eh bien, il y a un truc. Une chose que les géants semblent craindre ou du moins redouter et plus étonnant encore, une chose qui semble leur résister, le serpent rouge sang. Oui, Loki aurait consommé le fruit du démon de la seule créature capable de résister aux armes d'Elbaf et je vais vous expliquer pourquoi. Expliquer le serpent rouge sang est plutôt facile car pour le coup il n'a qu'une seule mention et c'était au chapitre 129. Dory disait que seul le serpent rouge sang pouvait résister aux lames des géants d'Elbaf. Alors déjà, je ne sais pas si c'est important de le préciser ou non, mais en japonais il est plutôt question du serpent imbibé de sang ou teinté de sang. Pour moi ça fait quand même une petite différence car ça prouve que ce serpent qu'ils craignent est assez puissant pour être recouvert du sang de ses ennemis mais pas par du sien de par son invulnérabilité. À ce moment-là de l'histoire, Oda avait dans l'idée de placer ce serpent très haut dans la hiérarchie des puissances, puisque les géants qui ne pouvaient le vaincre étaient également, à ce moment-là toujours, parmi les plus forts et redoutables personnages de One Piece. En tout cas, et à partir de ce moment-là, plus jamais ce serpent n'a été mentionné, finito. Alors pourquoi Loki serait le serpent rouge sang? Cette créature immortelle est l'ennemi des géants d'Elbaf, tout en faisant partie de leur légende, tandis que la famille royale gardait précieusement, et ce comme un trésor national, un fruit du démon légendaire que Loki a consommé. Tout comme le gouvernement souhaitait s'emparer du Gomu Gomu no Mi et l'empêcher de trouver un nouveau propriétaire,
pouvant éveiller les tambours de la libération, les rois d'Elbaf gardaient précieusement le zoan mythique du serpent rouge sang afin que ce dernier ne les mette plus jamais en péril car aucun géant ne pourrait les arrêter. Preuve en est avec Loki actuellement qui devient intenable et qui a tué son père pour manger ce fruit du démon. Ce fruit représente un pouvoir incommensurable pour Loki car il renferme l'âme du serpent rouge sang. Mais finalement, c'est quoi le serpent rouge sang? Vous avez bien compris qu'Elbaf c'est les mythes nordiques, alors quand Dory et Broggy parlent d'une telle créature, ben mon gars on va pas aller chercher du côté des Grecs. Et dans les mythes nordiques justement, le seul serpent qui peut venir à l'esprit comme ça c'est le Jormungand, le serpent monde qui entoure le globe de tout son corps. Pareil, c'est l'une je pense des créatures les plus connues, toute mythologie confondue. Même si à ce stade toutes théories sont bonnes à prendre, je ne pense pas que le serpent rouge sang est le Jormungand, et donc par extension que Loki a mangé ce fruit. Je ne pense pas parce qu'au chapitre 1128, l'un des animaux de compagnie de Rhodes était justement le Jormungand, en tout cas il en avait le nom. Quel intérêt de conférer à Loki le pouvoir d'un animal qui a lui-même été révélé et nommé 2 chapitres plus tôt, tout en étant vraiment anecdotique? C'est pourquoi je me suis orienté vers une autre créature légendaire qui collait non pas à 1000 ou 2000 mais bien à 3000%. C'est lui aussi un serpent, mais il se trouve au pied de l'Yggdrasil, bloqué dans ses racines. Il suce le sang des cadavres des parjures et des criminels du royaume des morts, et sa libération des racines de l'Yggdrasil est un signe annonciateur du Ragnarok, la fin du monde. Un apocalypse dont il sera d'ailleurs l'un des rares à survivre. Cette créature, c'est Nidhogg, le serpent dragon, et Loki posséderait son zoan mythique, serait inspiré de ce monstre légendaire. Quand je dis que tout colle, ce n'est pas une blague. Loki est actuellement enchaîné au plus bas de l'Yggdrasil, tout comme Nidhogg se trouve bloqué dans les racines de cet arbre. Le serpent rouge sang, ce que semblerait donc être Loki, semble être teinté du sang de ses adversaires et Nidhogg suce le sang des cadavres des parjures. En parlant de parjures, Loki n'a pas cessé d'être considéré comme la honte d'Elbaf après avoir tué son père et volé le fruit du démon légendaire. Ironiquement, le Nid de Nidhogg est une insulte désignant la perte de l'honneur, la honte et la méchanceté d'un homme ayant commis de grands crimes comme le meurtre, la lâcheté ou le vol. Les géants disent que si Loki venait à briser ses chaînes et se libérer, alors le monde serait détruit, tout comme Nidhogg qui, une fois libre des racines de l'Yggdrasil, annoncera le Ragnarok. Je sais pas quoi dire d'autre. Loki est devenu le redoutable serpent rouge sang en consommant le fruit légendaire d'Elbaf et aura l'apparence et l'inspiration de Nidhogg, le serpent dragon des mythes nordiques. Je vous en ai donné toutes les preuves et je peux pas du tout faire mieux. Contrairement à celle du loup Fenrir, cette hypothèse me hype encore plus pour de nombreuses raisons. Déjà, à la répétite avec Yamato, je suis quand même loin d'être fan. Je vous le disais plus tôt, Kaido qui trouve et cherche fruit gardien de Wano mais qui se fait manger par son enfant Yamato pour devenir un loup, bah c'est genre littéralement le scénario de Loki qui vole le fruit légendaire de son père pour le manger et devenir, eh bien, un loup. C'est trop stylé, très clairement, mais flemme, je vous jure, flemme des répétites. Cependant, je vais vous rassurer sur un point, Fenrir existerait quand même bel et bien dans One Piece. Oda ne manquerait jamais d'ajouter une aussi grosse référence dans son œuvre. Avez-vous remarqué que ce chapitre sous-entend que les géants, en tout cas certains, ont des animaux de compagnie? Premièrement, c'est Rhodes qui avait le Jormungand et son corbeau Mugin. Ensuite, dans ce chapitre, c'est Gerd qui a Piper, un hibou. Et dans les prochains chapitres, nous découvrirons sûrement que d'autres géants possèdent d'autres animaux dans ce style, et l'un d'eux serait Loki. Loki aurait lui non pas un oiseau, mais un loup. Ce loup s'appellerait Fenrir, Fenrir étant l'enfant de Loki dans les mythes nordiques. Notons aussi et surtout que Loki se trouve enchaîné dans la région enneigée d'Elbaf, remplie de loups, et parmi eux se trouverait son compagnon. Alors moi je valide à 100%, mais si on veut vraiment s'éloigner de la symbolique du loup et retourner vers les oiseaux, alors Loki pourrait aussi avoir un aigle en tant qu'animal de compagnie volant. Dans l'histoire de l'Yggdrasil, Nidhogg a un ennemi, c'est Vidofnir, l'aigle géant se trouvant au sommet de l'Yggdrasil. Tout en restant dans la thématique des oiseaux, Loki aurait comme animal un aigle quand Rhodes et Gerd ont respectivement un corbeau et un hibou. Autre sujet mais toujours dans le même thème, le fait que Loki soit le serpent rouge sang fait également écho à la dernière vidéo de Nina sur le sujet sortie il y a de cela quelques jours. En suivant sa logique, Loki devait conduire Pluton, comme le vrai dieu Loki conduisant Naglfar, le bateau menant les géants à la guerre du Ragnarok. Elle présentait le serpent rouge sang à l'image des rois des mers qui tracteraient le Noah grâce au pouvoir de Poséidon, alias Shirahoshi. Ainsi, Loki, le serpent rouge sang, conduirait Pluton, l'arme antique des enfers. Je vous laisse le lien de sa vidéo en description si vous souhaitez la voir, c'est un banger. Vous l'aurez alors bien compris en lisant ce chapitre ou en regardant cette review, Loki est directement introduit comme un personnage important, très important. Toute la symbolique autour de lui, toutes les références utilisées par Oda, tout le pouvoir et le charisme qu'il dégage, nous sommes à nouveau dans cette période de l'histoire de One Piece où ce qui se révèle résonne directement avec le passé et le futur de leur monde. Après l'avoir autant attendu que Elbaf, le serpent rouge sang apparaîtrait, il est déjà apparu en fait dans ce chapitre, car c'est en réalité Loki et son fruit du démon de Nidhogg. Les bros, j'espère que vous
vous avez passé un aussi bon moment que moi dans cette review. Ça fait depuis des semaines que la passion n'avait pas autant dégouliné de chacun de mes mots. Je vous invite évidemment à exploser les likes pour cette vidéo qui aura demandé un travail phénoménal. J'ai pas arrêté, ça se voit à ma gueule. Allez-y, abonnez-vous, commentez, n'hésitez pas les refs, car ça, c'est vraiment la meilleure récompense que vous puissiez m'offrir. Je vous invite également à me rejoindre sur Twitch, car on va très probablement revenir sur ce chapitre dans les prochains jours avec Nina, alors lâchez un follow pour ne pas manquer le live. Merci encore à tous et à toutes, je vous souhaite le meilleur pour ces prochains jours, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais aussi prendre une petite semaine de pause, ça va me faire du bien. Peace les bros.